Maintenant, pour la première question crible thématique, à Madame Nathalie Goulet, pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole, ma chère collègue. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'exercice des questions cribles est un peu difficile sur un sujet aussi délicat, aussi délicat et d'actualité. C'est pourquoi je voudrais vous interroger sur une question bien précise, car notre politique dans les pays arabes dépend en grande partie de la qualité de notre personnel dans ces pays. Je me suis entretenue il y a quelques semaines avec une des proches collaboratrices d'Hillary Clinton qui pensait qu'à l'aune des événements actuels, il fallait revoir complètement le recrutement et l'implication du personnel de nos ambassades. Vous savez, Monsieur le Ministre, que de très nombreux postes sont pourvus par des gens qui ne parlent pas la langue du pays. Je pense notamment en matière d'attachés culturels, en matière de coopération. Je crois que là, nous avons de très grands progrès à faire. Le récent attaché de presse dans une ambassade des pays du Golfe ne parlant ni arabe ni anglais interdit tout contact avec ces populations. J'ai évidemment bien d'autres exemples, mais cela n'est pas utile aujourd'hui. J'aimerais savoir, Monsieur le Ministre, quelles mesures vous comptez prendre pour revoir ces erreurs de casting dont notre politique étrangère et dont notre pays n'a pas les moyens. Je vous remercie. Pour répondre à la question, la parole est à Monsieur Alain Juppé, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et européennes. Vous avez la parole, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame Nathalie Goulet, je ne suis pas absolument sûr que les capacités linguistiques de nos collègues diplomates américains soient aussi développées qu'on veut bien le dire. Ils parlent très souvent anglais, c'est vrai, ce qui leur facilite le travail. Je peux vous assurer que dans notre politique de recrutement, nous essayons d'adapter le plus possible les profils et les postes. Je voudrais simplement vous rendre attentif au fait que le taux de rotation au sein du ministère des Affaires étrangères est l'un des plus élevés qu'on puisse imaginer, non seulement dans l'administration, mais tout simplement dans la société française, puisque un tiers des agents titulaires et assimilés de mon ministère changent chaque année d'affectation. Vous voyez que ça tourne très très vite. Alors chaque fois, nous essayons d'adapter, je le répète, le profil au poste et de tenir en particulier compte du critère linguistique. La majorité des titulaires du ministère des Affaires étrangères qui sont en fonction dans le Golfe sont des arabisants. Je peux vous en donner quelques exemples. En Arabie Saoudite, l'ambassadeur, le numéro 2, le conseiller de coopération et d'action culturelle, le chef du service commun de gestion, le consul général à Jeddah et son adjoint sont de parfaits arabisants. Au Koweït, c'est le cas de notre ambassadrice, ancienne interprète de la présidence de la République, que j'ai eu l'occasion de bien connaître lorsque j'étais au Quai d'Orsay il y a 15 ans maintenant, ainsi que du conseiller culturel et son adjointe. Au Qatar, c'est le cas de l'ambassadeur, du numéro 2 et du numéro 3, ainsi que du conseiller culturel. Donc vous voyez qu'il y a quand même beaucoup d'arabisants au Quai d'Orsay. Alors nous essayons de développer tout cela. Je ferai simplement 2 remarques complémentaires. La première, c'est que nous essayons de développer dans l'accueil des diplomates tout l'aspect formation linguistique. Et c'est un des points qui avait été souligné par le livre blanc que j'avais établi avec Louis Schweitzer il y a 2 ou 3 ans maintenant. Deuxièmement, que la RGPP, qui réduit considérablement nos moyens, je dois le dire, nous incite à nous adresser à des recrutés locaux. Et dans les recrutés locaux, évidemment, le critère linguistique tient une large place. Donc vous voyez que votre souci est pris en considération. Madame la sénateur. Oui, c'est pour ça qu'une mise au point et une mise à jour des connaissances est nécessaire. Et moi, je me félicite de cette réponse qui a évolué au fur et à mesure des questions que je posais depuis des années. Mais en ce qui concerne le collaborateur d'Hillary Clinton, elle m'indiquait elle-même qu'il y avait des efforts à faire de son côté. Donc, nous travaillons dans le même sens, dans l'intérêt de nos pays respectifs et pour une meilleure connaissance des pays dans lesquels nous sommes implantés et dans lesquels nous avons énormément de travail à faire s'agissant de ces pays qui ont une attente de la France très forte. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Merci, ma chère collègue. La parole est maintenant Monsieur Emery de Montesquieu pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre d'État, mes chers collègues, tous ceux qui affirmaient leur certitude ont été totalement pris au dépourvu par le printemps arabe. Les contours du monde arabe sont connus, mais on perçoit mal son hétérogénéité sous son unité religieuse. On ne peut comprendre cette réalité qu'à travers notre prisme laïque, sous peine d'une erreur certaine. Certains parmi les Arabes aspirent à un gouvernement laïque, mais dans le socle de leur société, la religion tient une place majeure.
Ayons à l'esprit que la force de la tradition est supérieure à celle de la loi, ce qui est contraire à l'esprit démocratique. Cependant, gardons-nous de toute arrogance en supposant que ces pays ne sont pas encore mûrs pour la démocratie. Si leur concept est encore très éloigné de nos critères, il évoluera. Des élections vont se dérouler dans de nombreux pays arabes. Si les fondamentalistes musulmans les emportent, reconnaîtrons-nous les résultats. Pour atteindre cet objectif, l'Union pour la Méditerranée, avec sa ribe arabe, concrétise une tentative intéressante et audacieuse, mais elle est encore plus un espoir qu'une réalité. Quel est votre calendrier pour mener à bien cette entreprise? La Ligue arabe peut-elle devenir un partenaire privilégié? Une des difficultés majeures réside dans les tensions entre Israël et ses voisins, en particulier la Syrie. Toléré par certains gouvernements, Israël n'a pas été accepté par leur peuple dans leur quasi-unanimité. Pourquoi? Sans doute pour des motifs historiques et religieux et par la violence terrible des Israéliens à l'encontre des Palestiniens depuis la jeunesse de leur pays. L'existence d'Israël est un fait, elle doit être protégée, sa sécurité garantie, mais on ne peut tolérer de sa part ce que la communauté internationale interdit aux autres. Les résolutions des Nations Unies doivent être appliquées. Le monde arabe ressent comme profondément révoltante cette justice internationale à géométrie variable. La France est-elle prête à mettre au vote aux Nations Unies la reconnaissance d'un État palestinien dans ses frontières de 1967, étape indispensable pour aller vers la paix? Si Israël ne cède pas à cette décision de la communauté internationale, imaginons-nous des sanctions. La parole est à monsieur Alain Juppé, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Vous avez la parole, monsieur le ministre d'État. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Montesquiou, je ne suis pas sûr de pouvoir répondre en 2 minutes à autant de questions pertinentes. Je dirais simplement que ce qui se passe au sud de la Méditerranée et qu'il est convenu d'appeler le printemps arabe, que nous n'avons peut-être pas pressenti, est une chance formidable. Et qu'il ne faut pas en avoir peur lorsqu'on voit des peuples se lever pour la liberté, pour la démocratie, pour les droits de l'homme, pour les droits de la femme. Eh bien, nous devons nous y engager sans hésitation parce que c'est une façon de retrouver avec eux une communauté de valeurs. Ce principe étant posé, ce que nous essayons de faire, c'est d'être cohérents et de ne pas avoir 2 poids et 2 mesures. Et je voudrais le dire à propos de la Syrie parce que j'entends répéter ici ou là que nous sommes indulgents avec ce qui se passe en Syrie. Ce n'est pas exact. Nous avons pris une position très claire, très ferme. Nous avons condamné sans aucune espèce d'hésitation l'utilisation de la violence par le régime syrien contre sa population. Ce qui est certain, et c'est ce qui change tout par rapport à l'action que nous avons menée s'agissant de la Libye, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui au Conseil de sécurité un consensus sur la Syrie. Les grandes puissances telles que la Russie ou la Chine menacent de faire usage de leur droit de veto. Et il n'y a même pas de majorité de 9 mois pour se mettre d'accord sur une résolution. Nous continuons à y travailler. Troisième idée, c'est que nous devons être ouverts au dialogue. Je l'ai dit, ça a parfois un petit peu surpris, il faut parler avec ceux des islamistes ou des islamiques qui récusent la violence et qui s'engagent dans un processus démocratique. Enfin, 4e point qui me paraît essentiel, si nous voulons que la transition politique réussisse dans des pays comme l'Égypte ou la Tunisie, nous devons faire un effort massif pour les aider sur le plan économique. Si la crise économique se déclenche, comme cela menace, bien sûr, compte tenu des contraintes que subissent ces pays, eh bien, il y a fort à parier que le processus politique sera fragilisé. C'est ce que nous allons faire à Deauville en invitant l'Égypte et la Tunisie pour mobiliser les grandes puissances, relancer aussi l'Union pour la Méditerranée, comme vous l'avez dit. Enfin, s'agissant d'Israël et de la Palestine, je ne répondrai pas par anticipation à ce que nous ferons au mois de septembre prochain. Je vous dirai simplement que pour nous, le statu quo n'est pas possible et qu'il nous faut donc exercer toute notre action pour que le dialogue reprenne entre Israël et les Palestiniens. Merci, monsieur le ministre d'État. Monsieur de Montesquiou, quelques secondes. Monsieur le ministre d'État, écoutez, vos réponses me sont très satisfaisantes. Je partage cet optimisme pour le monde arabe. Il faut les aider économiquement. Il faut avoir confiance en eux, ne serait-ce que pour que les femmes retrouvent dans ces pays leur dignité. Quant à Israël, je crois que c'est quand même une cause importante de conflit. Il faut garantir la sécurité d'Israël, mais il faut demander à Israël de respecter la loi internationale. Merci. La parole est maintenant à notre collègue André Triard pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le ministre d'État, mes chers collègues. Aujourd'hui, de Tunis au Caire, de Misrata à Sanaa, les peuples, au prix d'un lourd tribut, écrivent une nouvelle page de leur histoire.
Le profond changement de donne consécutif aux événements du printemps arabe appelle de notre part une redéfinition de la politique envers les États concernés, tout en se gardant de comparaisons simplificatrices quant aux situations vécues par chacun d'entre eux. Évitons également l'écueil qui consisterait à nous positionner en vieille puissance moralisatrice forte de sa révolution démocratique âgée de plus de 200 ans. L'heure est plus grave, en particulier en Libye. En tant que président du groupe France-Libye au Sénat, dès le 21 février dernier, je me suis exprimé dès que les premiers morts ont été connus dans le pays. 2 mois plus tard, le Conseil de sécurité des Nations unies, au terme de la résolution 1973, adoptée grâce à votre détermination et à votre savoir-faire, Monsieur le ministre, donne tous les moyens, y compris militaires, à la communauté internationale pour protéger les populations civiles libyennes. Permettez-moi de saluer ici l'action conduite à l'initiative de notre président de la République, qui a su appeler chacun à ses responsabilités, mobiliser et fédérer nos partenaires européens et les responsables de la Ligue arabe. L'organisation du sommet pour le soutien au peuple libyen le 19 mars en témoigne. Combien de morts devrions-nous déplorer aujourd'hui si nous n'étions pas intervenus? Certains craignent l'enlisement, un autre Afghanistan, mais le chemin sera long et difficile, ainsi que l'a dit Mustafa Abdel-Jalid, président du Conseil national de transition. La liberté a encore besoin de temps pour l'emporter. Monsieur le ministre, je souhaiterais que vous nous esquissiez les contours de la future politique de la France, non seulement vis-à-vis du Conseil national de transition, mais également sur le plan des échanges, de l'aide, de l'accompagnement du peuple libyen vers la démocratie, aspiration profonde, symboliquement illustrée par l'appel ce dimanche des 61 tribus à l'unité, un acte tout à fait historique pour ce pays. Merci. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Alain Juppé, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Vous avez la parole, Monsieur le ministre d'État. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Triard, reportons-nous quelques semaines en arrière et rappelons-nous que si nous n'avions pas fait ce que nous avons fait, Kadhafi avait annoncé son intention de s'emparer de Benghazi et de se venger sur les populations civiles de Benghazi. C'était un risque de massacre, de plusieurs milliers de morts. Je pense que nous avons fait notre devoir. Deuxièmement, aujourd'hui, après avoir continué à utiliser des armes lourdes contre sa population, Kadhafi est manifestement discrédité et ceci fait l'objet d'un consensus. C'est ce que pense l'Union européenne, c'est ce que pense la Ligue arabe, c'est ce que pensent les États-Unis, c'est ce que pense une grande partie des pays de l'Union africaine. Pour arriver au résultat, qui est de permettre à la population libyenne d'affirmer ses droits et de mettre en œuvre une véritable démocratie dans une Libye nouvelle, nous agissons d'abord par la pression militaire. Et nous avons décidé de continuer, parce que c'est le seul langage, hélas, que Kadhafi comprend. D'où l'intensification des frappes que vous connaissez, avec le souci de rester dans le cadre de la résolution 1973 et donc de ne frapper que des cibles militaires, comme ça a été le cas lors de la dernière frappe sur Tripoli. Deuxièmement, nous accentuons aussi la mise en œuvre des sanctions, mais nous sommes bien conscients qu'au-delà de l'intervention militaire, seule la solution politique permettra de déboucher sur la durée. C'est la raison pour laquelle nous travaillons à un cessez-le-feu qui en soit un, et surtout à la recherche d'un dialogue politique entre les différents acteurs. D'abord le Conseil national de transition, que nous essayons de renforcer, mais aussi d'autres acteurs, et en particulier ceux qui, à Tripoli, auront compris qu'il n'y a pas d'avenir, ni pour eux ni pour la Libye, en restant solidaires de Kadhafi. Ça va être l'objet de la réunion du prochain groupe de contact à Rome, jeudi prochain. Nous allons en particulier travailler à un mécanisme financier qui va permettre d'aider le Conseil national de transition, mais aussi ouvrir la voie à cette grande rencontre de dialogue national qui nous permettra, je l'espère, de déboucher sur une solution politique démocratique. Merci, Monsieur le ministre d'État. Monsieur Triard. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le ministre d'État. Je rappelle que ce mouvement pour la liberté a ébranlé nos certitudes, selon lesquelles les régimes autoritaires étaient un mal inévitable pour contrer la montée de l'islamisme. Sachons qu'il existe d'autres voies qu'un choix binaire entre un tyran laïque par feu des extrémistes et une république islamiste. La relation de confiance qui s'instaurera entre la France et les pays en marche vers la liberté dépendra largement de notre capacité à comprendre les formes diverses que prendra cette marche, à les accepter et à savoir que nous sommes en appui et intéressés ô combien par ce mouvement qui me paraît profitable pour tous. Mon cher collègue, la parole est maintenant à notre collègue Jean-Louis Carrère pour le groupe socialiste. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre d'État, un préambule lié à l'actualité, Monsieur le ministre d'État.
Nous pensons que la disparition d'Oussama Ben Laden va constituer un tournant dans notre tragique histoire contemporaine. Je demande solennellement que le Sénat puisse aborder la question de la participation de notre pays à la guerre en Afghanistan. La question, maintenant, Syrie, Libye, Yémen suivent l'exemple de la Tunisie et de l'Égypte. Les peuples du monde arabe se battent jour après jour pour plus de liberté et de justice. Le Maroc et l'Algérie ne resteront pas en marge de ce formidable mouvement d'espoir. Nous avons soutenu l'intervention militaire en Libye, elle était juste et légitime. Nous attendons maintenant une solution politique. Elle tarde selon nous à venir et nous fait craindre, Monsieur le ministre d'État, des risques d'escalade, voire d'enlisement. Cette révolte des populations arabes a des racines sociales très profondes. Très profondes. La démocratie et la justice sociale sont au cœur de leur révolte. Comment croire dès lors que l'on pourrait soutenir avec générosité ce printemps arabe qui ne doit pas nous faire peur? C'est vous que je cite. Si en France, en Europe, on claque la porte au nez des migrants tunisiens ou libyens qui cherchent un havre où recomposer leurs forces, solidaires à Tunis, à Benghazi et au Caire, mais pas à Ventimille ou à Paris, à l'épouvantail inacceptable que constitue la posture du ministre de l'Intérieur, je préfère vos propos. Sachons jouer tout notre rôle, fidèles à nos valeurs communes de liberté, de générosité et de respect des droits de l'homme et de la femme, pour faire émerger, avec le monde arabe, un espace de paix, de stabilité et d'échange en Méditerranée. Alors vous comprendrez ma question, Monsieur le ministre d'État. Quelle est notre politique? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Alain Juppé, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Carrère, juste un mot sur votre introduction. Comme vous, je pense que la disparition de Ben Laden est porteuse de beaucoup de conséquences positives. Je ne suis pas sûr que le moment soit déjà venu de considérer qu'il faut se retirer d'Afghanistan. Le terrorisme n'a pas disparu, les réseaux terroristes en Afghanistan n'ont pas disparu, et donc prenons le temps de la réflexion avant d'agir. Sur les différents pays que vous avez cités, je crois qu'il est très important, en ayant la même attitude d'ouverture vers tous ceux qui se battent pour la liberté et la démocratie, d'adapter notre politique en fonction des circonstances. La situation du Yémen n'est pas celle de la Libye et celle du Maroc n'est pas celle de l'Algérie. Au Yémen, j'espère que la médiation du Conseil de coopération des États du Golfe va aboutir. Ça n'est fallu de peu il y a quelques jours. Au Maroc, je reste confiant dans l'initiative prise par le roi et qui est une grande ouverture vers une monarchie réellement constitutionnelle. Votre question porte plus particulièrement sur la question des migrants et des réfugiés. D'abord, je voudrais rappeler que nous avons fortement aidé au retour des réfugiés égyptiens qui ont quitté la Libye en organisant un pont aérien et un pont maritime pour leur permettre de revenir dans leur pays comme ils le souhaitaient. En ce qui concerne les relations avec la Tunisie, de ce point de vue, j'ai eu l'occasion de m'en entretenir de manière très dépassionnée avec le Premier ministre, le Président de la République, le ministre des Affaires étrangères. Nos partenaires comprennent très bien que le flux d'immigration irrégulière est un fléau. Pour eux, comme pour nous, comme pour les intéressés qui sont victimes d'une véritable traite. Et ils ont donc accepté, avec désormais le concours de l'Union européenne, puisque le président Barroso vient de répondre très positivement à la lettre que lui avait adressée M. Berlusconi et le président Sarkozy, ils sont donc décidés à nous aider à contrôler mieux les frontières et à réadmettre sur leur territoire des personnes qui ne sont pas victimes de persécutions politiques, par définition, et qui ne sont donc pas des réfugiés. Pour ce qui concerne les réfugiés, nous examinons les situations à la lumière des règles et des traités que nous avons souscrits. Je voulais vous rappeler simplement qu'il y a en France 50 000 demandeurs du droit d'asile. Il y en a 10 000 en Italie. Nous l'avons fait valoir auprès des autorités italiennes. Enfin, lorsque vous considérez que les prises de position de M. Guéant vous choquent, je ne suis évidemment pas de cet avis. Je vous ai dit que nous avons été entendus au niveau de la Commission européenne dans la lettre que M. Barroso vient d'adresser. Je terminerai par répéter très brièvement ce que j'ai déjà dit ici, je crois, c'est que la vraie solution, elle n'est pas là. La vraie solution, elle est dans la réduction des inégalités entre le Nord et le Sud, c'est-à-dire dans une politique puissante, continue, dans le cadre de l'Union pour la Méditerranée et au-delà, qui permettent à ces pays de se développer et de permettre à leurs jeunes de faire ce dont ils rêvent vraisemblablement, c'est-à-dire rester au pays dans la liberté et dans le progrès économique. Merci, Monsieur le ministre d'État. Monsieur Carrère. Je n'ai ni la volonté ni la naïveté de croire
que je pourrais vous opposer à tel ou tel ministre du gouvernement auquel vous appartenez. Néanmoins, je vous le dis avec beaucoup d'honnêteté aussi, je préfère la manière dont vous exprimez les choses à certaines autres façons de les exprimer. C'est le seul commentaire que j'avais à faire et je pense que la France gagnera en rayonnement à les exprimer comme vous venez de le faire par rapport à d'autres expressions que je continue de contester et de condamner. Merci, mon cher collègue. La parole est à notre collègue Robert Hue pour le groupe communiste, républicain, citoyen et sénateur du parti de gauche. Mes chers collègues, au-delà du thème de notre débat de ce soir, comme mon prédécesseur, je veux dire que l'événement que constitue la mort de Ben Laden et ses conséquences mériterait un débat parlementaire que, avec mon groupe, je sollicite sans délai. Le coup majeur porté à ce symbole du terrorisme mondialisé nécessite notamment de définir enfin, je l'affirme aussi, les conditions du retrait de nos troupes et de celles de l'OTAN d'Afghanistan. J'en viens à la question précise de ce soir, Monsieur le ministre d'État. À l'occasion d'un récent colloque à l'Institut du monde arabe, vous avez exposé les nouvelles orientations de la politique extérieure de la France à l'égard du monde arabo-musulman. Je souhaiterais que vous m'apportiez 2 précisions concernant la Tunisie. Une d'entre elles a été évoquée à l'instant. Vous avez annoncé lors de votre déplacement à Tunis que la France ferait un important effort financier en accordant une aide de 350 millions d'euros. Notre aide bilatérale est évidemment essentielle pour accompagner le développement économique et la transition démocratique de ce pays. Je ne la néglige pas du tout. Mais la Tunisie doit faire face à une situation socio-économique catastrophique. En plus des sommes astronomiques détournées par le clan Ben Ali, le poids de sa dette extérieure compromet dangereusement la possibilité d'une relance de son économie. En conséquence, quelles initiatives comptez-vous prendre auprès de nos partenaires pour suspendre le remboursement des créances européennes sur la Tunisie ? En second lieu, où en sommes-nous des négociations avec les autorités tunisiennes, vous l'avez abordé, pour adapter à la nouvelle situation l'accord dit de gestion des flux migratoires que nous avions signé en 2008. La réactivation de cet accord permettrait ainsi d'apporter un début de solution juste et humaine à l'afflux des migrants auxquels nous sommes confrontés. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Alain Juppé, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Vous avez la parole. Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Robert Hue, comme vous le savez, je me suis rendu en Tunisie il y a quelques jours et j'ai été frappé par la qualité de l'accueil que j'ai reçu. D'abord par les autorités tunisiennes elles-mêmes, le Premier ministre, le Président de la République, le ministre des Affaires étrangères, mais aussi dans la rue. Je suis allé dans le souk de la Médina de Tunis. On m'avait beaucoup dit que le drapeau français n'y était mal vu. Ce n'est pas du tout ce que j'ai ressenti. Bien au contraire. Et pas davantage dans l'entretien que j'ai pu avoir avec ce qu'on appelle les blogueurs, c'est-à-dire cette jeunesse qui est sur Internet et qui a joué un rôle si décisif dans la propagation de ce mouvement révolutionnaire. Alors, il faut aider la Tunisie, c'est tout à fait vrai, parce que le processus politique est bien en route. Les élections du 24 juillet qui vont permettre d'élire une assemblée constituante sont bien préparées. Une commission électorale est en train de définir une future loi électorale. J'ai eu contact avec le président de cette commission qui m'a fait très bonne impression. Le défi économique est considérable. Le tourisme s'est effondré, les réfugiés en provenance de Libye sont nombreux, il y a des camps de réfugiés à la frontière entre la Libye et la Tunisie, et puis les populations attendent un mieux-être de la révolution, il y a donc des exigences sociales très fortes, il faut donc une aide massive. Cette aide, elle est bilatérale, vous l'avez rappelé, 350 millions d'aides de l'Agence française de développement, immédiatement disponibles. Elle est européenne. Nous travaillons avec nos partenaires européens pour mobiliser les fonds européens destinés à la politique de voisinage et au partenariat en Méditerranée. Nous travaillons aussi à la relance de l'Union pour la Méditerranée. Et puis enfin, nous attendons beaucoup, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la réunion du G8. Nous aurons là les principales puissances économiques du monde et l'idée, c'est de mettre en place très rapidement une procédure qui va nous permettre d'élaborer un plan d'action en faveur de la Tunisie et en faveur de l'Égypte qui aura le soutien de l'ensemble des partenaires du G8. En ce qui concerne les migrations,
Claude Guéant continue son travail avec les autorités tunisiennes et nous nous orientons vers un accord inspiré de ce qui a été conclu avec l'Italie, c'est-à-dire un renforcement des contrôles aux frontières. Nous allons aider avec Frontex les Tunisiens à contrôler leurs propres frontières. Il faut bien voir que l'effondrement de leur système de sécurité et de leur police n'est pas pour rien dans ce qui se passe aujourd'hui. Et d'autre part, nous allons aussi travailler à un accord de réadmission dans le même esprit que ce qui a été conclu avec l'Italie. Voilà dans quel but donc nous travaillons en ce moment, sans oublier ce que j'ai répondu tout à l'heure, bien sûr, au sénateur Carrère. Monsieur Robert Hue. Oui, brièvement, Monsieur le Président. Monsieur le ministre d'État, bien, je suis effectivement satisfait d'un certain nombre d'aspects que vous venez d'évoquer. Je veux dire qu'en Tunisie, ce n'est pas le drapeau de la France qui a été rejeté, c'est les détestables relations qu'il y avait entre les gouvernements précédents et M. Ben Ali et sa politique. Mais j'en reviens à des représentants, au problème des flux migratoires, des représentants de la Tunisie sont venus aussi ces derniers temps en France et souhaitent la renégociation de ces accords. A priori, le gouvernement français aussi, je pense que ce sont des accords bilatéraux. Mais je crois qu'il est urgent que s'engage cette démarche et cette conclusion d'accords nouveaux, parce que il dépend beaucoup, y compris de l'évolution démocratique de ce pays qui est confronté à des difficultés sociales majeures, que ces accords existent et aident à la démocratie. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Bernard Fournier pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le ministre d'État, Monsieur le ministre, mes chers collègues. Mes collègues l'ont dit avant moi, 2011 restera une année historique pour le Maghreb. Soulèvements, révolutions et changements de régime bouleversent les cartes jusqu'aux confins du Moyen-Orient. Ces évolutions se font au prix du sang, de la répression, mais aussi sont empreintes d'espoir. Espoir auquel nous devons répondre sans les décevoir. Ma question concerne la Tunisie. Le pays en est à son 4e gouvernement. Il semble que la population ne souffre aucune concession vis-à-vis des anciens responsables politiques ayant appartenu au régime Ben Ali au pouvoir pendant 30 ans. Il est à craindre que ce qui devait s'apparenter à une transition démocratique ne devienne une crise institutionnelle. Pouvez-vous nous dire, Monsieur le ministre, quel soutien notre pays peut-il apporter aux Tunisiens pour les aider dans cette résurrection démocratique? Par ailleurs, cette semaine, le président de la Banque mondiale se rend en Tunisie. Il est primordial que le pays puisse sortir d'un système économique fondé uniquement sur le tourisme de masse. La Tunisie doit aujourd'hui répondre aux besoins de sa jeunesse, dont une grande partie est diplômée, comme l'illustre notre tradition d'échange universitaire. Pour autant, bon nombre de ces jeunes sont au chômage. Lors du déplacement des 20 et 21 avril dernier à Tunis, le ministre des Affaires étrangères a annoncé la mobilisation de 350 millions d'euros sous forme de prêts bilatéraux. Mercredi dernier, vous-même, Monsieur le ministre, vous avez reçu les ministres tunisiens des Finances, du Commerce et du Tourisme, de la formation professionnelle et de l'emploi. Je me réjouis de cet entretien pluriel, car il témoigne d'une vision globale pour relancer l'économie nationale tunisienne, incluant les facteurs de développement sociaux. Toutefois, pouvez-vous nous préciser si un calendrier ou des évaluations seront mis en place afin d'accompagner au mieux ce pays? Je vous remercie. Pour répondre, la parole est à Monsieur Henri Drincourt, ministre chargé de la coopération. Vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, je voudrais évidemment répondre précisément à la question qui a été posée par votre collègue, Monsieur Bernard Fournier, mais je m'inspire aussi de ce qui a été dit à un certain nombre d'entre vous qui, sur ce même sujet très important et auquel, évidemment, nous sommes très attachés, il a été répondu, il s'agit bien de la Tunisie. Donc c'est vrai, après les événements qui se sont passés, une certaine instabilité gouvernementale s'est manifestée. Vous avez rappelé vous-même qu'on en était aujourd'hui au 4e gouvernement. Je peux vous dire que le ministre d'État, comme il vous l'a expliqué tout à l'heure, s'est rendu lui-même en Tunisie et qu'il a pu rencontrer aussi bien le président de la République que le Premier ministre, les différents ministres concernés, et qu'aujourd'hui, nous avons une équipe gouvernementale de très haut niveau
expérimentés et de très haut niveau. Et j'ai moi-même reçu, comme vous l'avez dit vous-même, plusieurs ministres, que ce soit celui des Finances, du Commerce, du Tourisme, de la formation professionnelle, de l'Emploi, des Transports et de l'Équipement. Tous sont des chefs d'entreprise ou sont issus du secteur professionnel qu'ils ont quitté momentanément pour servir leur pays dans cette période essentielle d'une transition réussie qui doit conduire aux élections législatives, comme cela a été indiqué tout à l'heure. Et c'est bien la raison pour laquelle, aujourd'hui, la France, monsieur le sénateur, ne craint pas d'aider d'une manière, je crois, substantielle nos amis tunisiens à repartir du bon pied. D'abord, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont positifs, bien sûr, qui doivent redémarrer, mais aussi parce que, aussi bien sur le plan économique que sur le plan politique, que sur le plan diplomatique aujourd'hui, nous avons des perspectives qui sont positives. Et je termine en disant que sur le plan diplomatique, nous militons à fond pour le statut avancé pour la Tunisie. Et sur le plan politique, nous travaillons dans le détail, ainsi que sur le plan financier. Voilà simplement ce que je peux vous dire en 2 minutes. C'est un peu court, mais avec nous, soyez confiants pour l'avenir de la Tunisie, parce qu'il repose d'abord entre les mains des Tunisiens. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Fournier. Oui, simplement, je voudrais remercier Monsieur le ministre pour les précisions qu'il a bien voulu nous apporter et qui vont dans le sens que nous pouvions souhaiter. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Madame Monique Cerisier-Benguiga pour le groupe socialiste. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, ma question porte sur l'état de nos relations avec la Syrie. Je crains qu'aujourd'hui, en dépit de ses efforts, la France ne paie les choix calamiteux du début du quinquennat. Que le président Sarkozy ait renforcé et renoué les relations avec les pires dictateurs arabes, Kadhafi, Bachar el-Assad, et leur ait rendu ainsi une légitimité internationale était une erreur. Rétablir des liens avec la Syrie en marge de la diplomatie officielle aussi, et je rappelle les innombrables missions de Claude Guéant, secrétaire général de l'Élysée, à Damas. En quoi ont consisté les accords passés ainsi hors de tout contrôle avec le Parlement? Nous voudrions savoir dans quelle mesure ils pèsent sur la politique actuelle. En apparence, aujourd'hui, la politique française a changé du tout au tout et nous approuvons totalement le vote de la résolution du Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui demande à la Syrie de mettre un terme à la violation des droits de l'homme contre son peuple et qui met en place une commission d'enquête. De même, nous approuvons les déclarations du ministre des Affaires étrangères et celles du représentant permanent de la France auprès des Nations unies. Toutefois, face à une répression qui a pris la forme d'actes de guerre caractérisés contre les habitants des villes de Deraa, Douma, Banias, entre autres, et d'arrestations massives ces 2 derniers jours, nous estimons que la France doit aller au-delà des déclarations. Est-ce que le gouvernement entend prendre en France des mesures contraignantes pour Assad, son entourage, les responsables de la répression, en atteignant leurs avoirs financiers, leurs propriétés et en empêchant leur entrée sur notre territoire? Quelles sanctions défendrez-vous aux prochaines réunions du Conseil de sécurité de l'ONU? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Henri Drincourt, ministre chargé de la coopération. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame le sénateur, je pense que la période à laquelle vous faites référence, qui n'est pas si éloignée, était fondamentalement différente de celle que nous connaissons aujourd'hui, ce qui justifie, me semble-t-il, que la position du gouvernement français à l'époque eût été différente. Il s'agit bien de discuter d'État à État, et quand on a la préoccupation d'essayer modestement de contribuer à ce qu'un environnement favorable à la paix puisse se créer dans cette partie du monde, je ne vois pas comment on peut faire, quand on pense en particulier au Liban, pour éviter de discuter avec la Syrie. Et ceci n'est jamais dépassé ce qu'il est convenu de nécessaire en matière de relations diplomatiques. Nous ne sommes jamais allés au-delà. Deuxièmement, Madame, sur la situation d'aujourd'hui, la France condamne sans réserve, de la manière la plus solennelle, toutes les violences,
toutes les exactions. Et la France a demandé à la Syrie de cesser ces violences. Nous avons convoqué l'ambassadrice de Syrie à Paris et la réciproque s'est déroulée à Damas. Deuxièmement, nous essayons de mobiliser sans succès jusqu'à maintenant autour de nous au niveau du Conseil de sécurité. Vous avez fait référence au Conseil des droits de l'homme. Nous partageons le même sentiment. Nous militons pour que la candidature de la Syrie ne soit pas acceptée. Et troisièmement, parce que le temps presse, au sein de l'Union européenne, il a donc été décidé de travailler à des sanctions fortes, je précise, mise en place d'un embargo sur les armes, gel de l'accord d'association, révision de la politique de coopération entre l'Union européenne et la Syrie et des sanctions individuelles contre les responsables de la répression sanglante de ces dernières semaines. Je peux vous assurer, Madame, que le gouvernement français n'a pas, à l'égard de la Syrie, une position différente de celle qu'il exprime dans ce printemps des peuples pour plus de liberté et plus de dignité. Merci, Monsieur le Ministre. Madame Cerisier-Benguiga. J'ai bien entendu votre réponse, Monsieur le Ministre, et je n'ai jamais mis en cause les prises de position de la France. Mais ce que je veux dire, c'est que entre les prises de position verbales et des actes, il y a un espace qu'il faut passer. Je crois que dès maintenant, les biens et les avoirs de tous les responsables syriens en France doivent être gelés. Cela concerne directement le général Menaf Ilas, responsable des exactions à Banias. Je pense que la diplomatie de connivence, qui était un peu la règle ces derniers temps de la France à Damas, doit absolument prendre fin. Et enfin, la France doit demander au Conseil de sécurité de l'ONU la comparution de Bachar el-Assad et des responsables de la répression devant la Cour pénale internationale. Merci, ma chère collègue. Je voudrais d'abord remercier Monsieur le Ministre, remercier le Ministre d'État pour les réponses qui ont été apportées aux questions des collègues sénateurs. Je vais maintenant suspendre la séance. Elle sera reprise à 18 h pour la suite de la discussion des propositions de loi sur le risque de submersion marine. La séance est donc suspendue. Nous quittons l'hémicycle du Sénat, mais pour prolonger la discussion de ces questions cribles thématiques consacrées aujourd'hui à la France et à la situation politique dans le monde arabe, j'accueille à mes côtés Robert Hue, sénateur groupe communiste du Val d'Oise. Bonjour. Bonjour. Alors vous vous inquiétez de l'état des accords de coopération entre la France et la Tunisie. Pourtant, récemment, Christine Lagarde a indiqué qu'il y aura un renforcement de la coopération économique. Il y a 350 millions d'euros qui vont être débloqués d'aide bilatérale. Est-ce que c'est insuffisant? Selon vous, il faut aller plus loin? Oui, il faut aller plus loin. Et ce que j'ai rappelé à Monsieur le ministre d'État tout à l'heure, c'est aussi que entre le moment où nous avons été convoqués pour ces questions et aujourd'hui, il y a eu la mort de Ben Laden. Et qu'en toutes circonstances, compte tenu des conséquences énormes que représente cette mort, il convient, je crois, et je l'ai demandé, vous l'avez noté, qu'il y ait un débat parlementaire sur cette question. Ça me semble essentiel. J'en viens à la question concernant la Tunisie. Monsieur Juppé, lors d'un colloque, je crois, à l'Institut du monde arabe il y a quelque temps, a rappelé ce qu'était la nouvelle politique extérieure de la France concernant le monde arabo-musulman. J'entends bien qu'il y a ces 350 millions d'aides bilatérales, vous entendez naturellement le bilatéral, mais il me semble qu'il faut aller plus loin. Il faut voir l'état actuel de la Tunisie, sa dette, notamment les sommes qui ont été dilapidées, placées à l'étranger par le clan Ben Ali. Et dans ces conditions, il me semble que nos partenaires et nous-mêmes devrions examiner sans délai la possibilité d'un moratoire, voire d'un report des créances de la Tunisie. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée que je veux indiquer, que j'ai indiqué tout à l'heure, il s'agit des flux migratoires. C'est très important. Mais ces flux migratoires, ils ont déjà fait l'objet d'un accord en 2008 entre la France et la Tunisie. Donc la question que j'ai posée à M. Juppé, et naturellement ça a son importance, c'est
Quid aujourd'hui de ces flux migratoires, des accords surtout de 2008? Voilà les éléments importants. On a appris aujourd'hui qu'il y a encore 72 migrants tunisiens qui ont été interpellés à Nice. Quelle doit être la position de la France en la matière? La position de la France, elle doit se définir en fonction précisément des accords qui ont été passés avec nos partenaires dans l'ancienne période, a fortiori aujourd'hui dans la situation politique nouvelle. On a parlé de ce volet économique, il y a également le volet démocratique. Comment peut-on accompagner la Tunisie vers une voie démocratique sans faire de l'ingérence? Oui, écoutez, je crois que la voie démocratique pour la Tunisie passe par la question qu'on vient d'examiner ensemble. C'est aux Tunisiens eux-mêmes de définir les conditions démocratiques dans lesquelles ils doivent se donner les moyens d'un choix de gouvernance. Mais en même temps, on voit bien que ces choix démocratiques vont tout de suite être hypothéqués par la situation économique, sociale du pays. Nous le voyons bien, c'est naturel. Donc dans ces conditions, je crois que l'une des questions démocratiques posées au-delà des conseils, entre guillemets, parce qu'on en a trop donné des conseils pour aboutir à des choix qui n'étaient point démocratiques, le peuple a rendu justement un verdict. Je parle du peuple tunisien à ce propos. Mais aujourd'hui, il faut cette coopération économique-sociale. C'est le meilleur chemin pour que la démocratie puisse voir le jour dans de bonnes conditions en Tunisie. Vous avez évoqué au début de cette interview la mort de Ben Laden. Cela relance également la question de la présence française en Afghanistan. Est-ce que les troupes françaises doivent rester? Mais écoutez, je crois que ce qui vient de se passer dans le monde avec la mort de Ben Laden, je disais tout à l'heure que je souhaitais qu'il y ait un débat parlementaire, mais précisément pour qu'à l'issue de ce débat parlementaire, on prenne enfin en compte la situation en Afghanistan et que l'on quitte l'Afghanistan ainsi que les forces de l'OTAN, pas dans n'importe quelles conditions, c'est évident. Il faut créer les conditions adaptées d'un départ, mais maintenant, il est urgent, oui, que la France quitte l'Afghanistan. Merci Robert Hue d'avoir répondu à nos questions. J'accueille maintenant un autre sénateur, le sénateur Emery de Montesquiou. Bonjour, merci de répondre aux questions de Public Sénat. Donc vous êtes sénateur RDSE du Gers. Alors vous vous inquiétez sur les moyens d'asseoir la transition démocratique dans le monde arabe après ces révolutions. Est-ce qu'il faut que cela passe obligatoirement par l'UPM, l'Union pour la Méditerranée, qu'il faut relancer? Je crois que l'UPM est un socle très intéressant pour coopérer de part et d'autre de la Méditerranée. Il est évident que les flux migratoires ont des conséquences importantes dans l'Union européenne. Donc il faut tarir ces flux migratoires et tout le monde est d'accord que ça ne peut se faire qu'en créant de l'emploi de l'autre côté de la Méditerranée. Ça, c'est un socle extrêmement important. Nous avons d'autres interrogations. Par exemple, il va y avoir des élections dans un certain nombre de pays et on s'en réjouit. Quelle doit être l'attitude de la France si ce sont des fondamentalistes musulmans qui emportent ces élections? Au début des années 90, lorsque le fils avait gagné les élections en Algérie, eh bien, on s'était opposé. Lorsque le Hamas a gagné les élections à Gaza, alors qu'il y avait des centaines d'observateurs qui ont jugé que les élections s'étaient passées de façon normale, eh bien, on a refusé ce résultat. Donc, il y a une véritable interrogation. C'est un risque, selon vous, que les fondamentalistes reviennent ou viennent au pouvoir en Tunisie? Écoutez, je connais mal la Tunisie. On a vu quelques manifestations, on a vu aussi des affirmations de ces fondamentalistes en disant qu'ils étaient tout à fait ouverts à la démocratie. Il est certain que la religion a une place particulière dans le monde arabe et que très souvent, la tradition prend le pas sur la loi. Ce qui est contraire à la démocratie. Mais il faut néanmoins aider au maximum tous ces pays et un des moyens qui apparaît évident à tout le monde, c'est justement le développement de l'économie. Et la France a eu raison d'aider la Tunisie financièrement pour que son économie ne parte pas à la dérive. C'est un point très important. Il y a aussi une interrogation dans le cadre de l'Union pour la Méditerranée, c'est Israël. Il faut absolument que Israël accepte de mettre en application les résolutions de l'ONU. Il faut qu'Israël accepte un partenaire, un voisin palestinien, et il faut en contrepartie, bien entendu,
que la communauté internationale garantisse la sécurité d'Israël. Est-ce que la France doit intervenir de la même façon en Tunisie, en Égypte, on peut imaginer également en Libye, en Syrie, après le départ de Kadhafi ou du président Bachar el-Assad? Il y a d'abord la volonté d'appuyer tout mouvement démocratique, mais il est évident qu'au niveau d'une intervention militaire, eh bien, on ne pourra pas faire plus que ce que nous faisons aujourd'hui en Libye. Nous avons été autorisés par les Nations Unies, nous avons un accord avec la Ligue arabe, et je le répète, la Ligue arabe doit être un partenaire extrêmement important, malgré sa diversité, bien que certains des participants ne correspondent pas à notre concept de la démocratie. Je pense que c'est un lien extrêmement utile avec tout le monde arabe. Merci Emery de Montesquieu d'avoir répondu aux questions de Public Sénat. Tout de suite, nous retrouvons le studio avec Oriane Mancini et Michael Zamès pour une édition spéciale consacrée à l'hommage des victimes des attentats de Marrakech. Très bonne soirée à tous. Merci beaucoup Delphine et bonjour à tous. Bienvenue sur les chaînes parlementaires pour cette édition spéciale. Dans quelques minutes, Nicolas Sarkozy va prononcer un discours sur le terrorisme. Le président de la République est en ce moment même à l'aéroport d'Orly où il accueille les dépouilles des victimes françaises de l'attentat de Marrakech. Un attentat qui a eu lieu jeudi dernier sur la place Djema El Fna, le cœur touristique de Marrakech. Un attentat qui a fait 16 morts et 21 blessés. Durant son discours, Nicolas Sarkozy va aussi bien sûr s'exprimer pour la première fois sur la mort d'Oussama Ben Laden. C'est Barack Obama lui-même qui a annoncé hier matin la mort du chef d'Al-Qaïda et cerveau des attentats du 11 septembre. Cela faisait 10 ans que les États-Unis traquaient leur ennemi public numéro 1. Il a donc été tué au Pakistan hier matin lors d'une opération commando des Américains. Nous allons commenter cette actualité avec les invités qui vont nous rejoindre sur le plateau dans quelques instants. Jean-Louis Bruguière, l'ancien juge antiterroriste, et Éric Laurent, journaliste spécialiste de politique internationale et auteur de La face cachée du 11 septembre. Mais pour commencer, Michael Zamès est avec nous sur le plateau. Bonjour, notre éditorialiste politique. Alors, on le voit sur les images, l'avion transportant les dépouilles des 8 victimes française de l'attentat de Marrakech a atterri à Orly il y a maintenant près d'une heure. Nicolas Sarkozy est déjà là-bas. Qu'est-ce qui se passe à Orly en ce moment même? On l'a vu sur ces images, c'est d'abord il y a près d'une heure. Les cercueils sont arrivés sur le tarmac d'Orly par un avion affrété par la présidence de la République française. Pour l'instant, les familles se recueillent avec les corps des victimes. Dans un second temps, Nicolas Sarkozy fera son discours qui devrait durer entre 10 et 15 minutes. Et ensuite, Nicolas Sarkozy rencontrera les familles des victimes, comme il en a l'habitude, comme il en a l'usage quand il y a des morts à l'extérieur, à l'étranger, victimes des attentats. Nicolas Sarkozy, le président de la République française, s'exprimera et s'adressera évidemment aux familles avec sûrement beaucoup de compassion, on peut l'imaginer. Une discussion qui aura lieu à huis clos. On attend bien sûr, on attend nous le discours de Nicolas Sarkozy, discours que vous suivrez en direct dans quelques minutes sur les chaînes parlementaires. Alors Michael, que peut-on attendre de ce discours du président de la République? Alors comme je vous le disais, beaucoup de compassion. On va sûrement beaucoup parler des attentats qui ont touché Marrakech, évidemment qui ont touché les Français, mais pas seulement, parce qu'il y a aussi d'autres nationalités qui ont été touchées. Et il va aussi parler du terrorisme. Le terrorisme, c'est un thème sur lequel Nicolas Sarkozy est attendu. Il va le répéter, depuis les années 80, la France a toujours été touchée par le terrorisme, que ce soit des prises d'otages ou encore des attentats. À Paris, on a été touché dans les années 80, dans les années 90. Et il va affirmer aussi les grands principes qui tiennent comme un étendard pour la France. Ces grands principes, c'est d'abord la fermeté. Il faut toujours être ferme avec les terroristes, pas de négociation, on ne cède pas, dit-il, on combat les terroristes, il n'y a pas de compromis possible avec eux, et les démocraties, il n'y a pas de juste milieu. C'est en tout cas ce qu'il a dit dans une interview à paraître demain dans le magazine L'Express, dont on a pu lire quelques moments forts, quelques moments clés, 4 pages d'interview sur lesquelles il revient sur son action en tant que chef de l'État, mais bien sûr sur la politique étrangère de la France et bien sûr, évidemment, du terrorisme. Il sera sûrement aussi question de Ben Laden, même si on ne sait pas encore, selon l'Élysée, si le nom d'Oussama Ben Laden sera précisé ou pas. C'est important, mais il y aura sûrement quelques allusions et
il a confirmé, il l'a dit à Barack Obama il y a peu de temps, il a dit que c'était un succès historique, mais qui ne signifie pas la fin d'Al-Qaïda. Évidemment, on prend beaucoup de mesures, il faut être mesuré. Certes, Oussama Ben Laden n'est plus, mais Al-Qaïda demeure et son idéologie aussi. Et le combat contre les criminels, dit-il, qui s'en réclament, doit rassembler tous les États, et notamment les musulmans, qui sont confrontés à ce fléau. C'est-à-dire aujourd'hui, il ouvre le chemin vers un monde de dialogue, et c'est peut-être ce qui est à noter dans ce futur discours qu'on risque d'entendre d'ici quelques minutes, c'est cette ouverture vers le monde musulman et vers ce printemps musulman qu'on a connu ces derniers temps. Là, il y aura sûrement quelques références à faire. Alors, vous l'avez évoqué, Mickaël, Nicolas Sarkozy donne une longue interview dans l'Express à paraître demain. Et pour en savoir un petit peu plus, nous sommes en ligne avec Christian Macarian, le directeur délégué de la rédaction de l'Express. Bonjour, monsieur Macarian. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez rencontré le chef de l'État qui vous a donc donné une longue interview sur la politique étrangère de la France. On y revient dans quelques secondes avec Mickaël. Mais d'abord, première question, que vous a dit Nicolas Sarkozy sur la mort d'Oussama Ben Laden ? Alors, il s'est très peu exprimé, notamment parce que l'interview a eu lieu juste avant l'annonce de la mort d'Oussama Ben Laden. En revanche, par un contact ultérieur, nous avons pu poser la question au président et il a effectivement prononcé la phrase que vous venez de citer, à savoir que c'était évidemment un très grand succès historique, c'est la phrase qu'il cite, que de s'être défait de la personne d'Oussama Ben Laden et de ses nuisances, mais qu'en revanche, évidemment, le spectre d'Al-Qaïda continuait de peser sur le terrorisme international. Voilà. Donc, il n'a pas été très disert au sujet d'Oussama Ben Laden. En revanche, Nicolas Sarkozy s'est très longuement exprimé de façon extrêmement catégorique sur le terrorisme international, qu'il a condamné de plusieurs manières, et il en a proposé d'ailleurs une solution à travers toutes ces crises et qui aboutissent à ces grands soulèvements, à ce qu'on appelle, ce qu'il est convenu d'appeler désormais les révolutions arabes. Il y voit la seule manière d'éradiquer le terrorisme dans les pays musulmans, à travers le développement, à travers le progrès, à travers aussi la liberté d'expression qui est l'ennemi de l'obscurantisme prôné par Al-Qaïda. En matière de politique étrangère, on sent peut-être dans cette interview, vous l'avez peut-être noté par un mot-clé, encore une fois, c'est le mot rupture. Est-ce que vous pensez qu'il y a une rupture avec ses prédécesseurs ? Alors, Nicolas Sarkozy a développé de façon très conceptuelle ce point, et il a insisté à ce sujet. Qu'est-ce qu'il a voulu nous dire ? Il veut nous dire que du général de Gaulle à Jacques Chirac, tous ses prédécesseurs suivaient un maître mot en matière de politique étrangère appliquée à la Méditerranée, bien entendu. Ce mot, c'est celui de stabilité. Il veut en finir avec ce concept-là. Il considère qu'au nom de la stabilité, on a parfois soutenu des dictatures afin d'éviter les troubles et les désordres, ce qui nous a conduit notamment à la position que l'on entend décrier lorsque la Tunisie s'est soulevée contre Ben Ali. Et donc justement, Christian Macarian, vous notez là une vraie différence, que ce soit avec De Gaulle ou